Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Fabrice Jonas et aujourd'hui on va parler de la presse et notamment comment la presse mode peut être, euh, peut changer, s'adapter en cette crise un petit peu due au coronavirus. Effectivement, aujourd'hui, la presse mode fait face à deux défis majeurs. Tout d'abord, la crise sanitaire due au Covid qui impacte en fait durement le secteur de la mode, notamment les Fashion Week qui sont déprogrammés ou qui sont digitalisés et également cette phase de digitalisation qui s'est accélérée en fait et la plupart des contenus en fait ne sont plus sur papier, ils sont uniquement sur le digital. Et pour ça, aujourd'hui, j'ai trois invités exceptionnels et on va parler effectivement de ça. Je vais vous demander de vous présenter. Pauline, qui es-tu? Ah, bonjour, salut Fabrice, salut les filles. Je m'appelle Pauline, du coup je suis journaliste de mode, disons moi je dis plutôt journaliste fashion studies, c'est-à-dire qu'on essaie d'analyser à la fois le milieu de la mode et en même temps d'essayer d'écrire des articles qui permettent de la critiquer dans un sens positif, c'est-à-dire de réfléchir à comment est-ce qu'elle peut s'améliorer, voilà, aussi bien au niveau de la forme que disons de ce qu'elle signifie aujourd'hui avec des questions d'inclusivité, etc. Voilà, moi j'écris, je suis plutôt en presse papier. Euh, voilà, j'ai travaillé pour Les Inrecuptibles pendant un petit moment, aux côtés d'une journaliste qui s'appelle Alice Pfeiffer, qui est plutôt une référence aussi dans ce domaine-là. Voilà, donc c'était une expérience assez intéressante dans un gros média qui n'est pas spécialisé mode à la base. Donc c'est aussi intéressant de parler de mode dans ce contexte-là. Et puis aujourd'hui, j'écris un peu pour d'autres magazines, alors The Good Good notamment, qui est plus spécialisé sur la mode durable. Et après, j'écris aussi pour voilà, un magazine indépendant qu'on vient de créer avec deux directrices artistiques basées à Paris qui s'appelle Tide. Donc là, c'est de la presse papier également indépendante sur lequel on essaie d'aborder la mode avec un lien très fort plutôt à l'art, cette fois art contemporain notamment et aussi photographie. Voilà. Super, merci beaucoup. Alexia, qui es-tu? Oui, bah alors bonjour à tous et à toutes. Du coup, moi je m'appelle Alexia, je suis directrice artistique et coordinatrice mode du média Manifesto 21. Et à côté de ça, je suis aussi artiste musique du coup et conceptrice costume pour de la danse. Et voilà, j'ai un petit pied dans la mode. Voilà, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je coordonne le pôle mode dans Manifesto, qui est bien axé sur une nouvelle manière de penser la mode. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Costanza, Alors, bonjour. Donc moi, je suis journaliste aussi. J'ai créé Manifesto 21, qui est un média indépendant en 2014. Avec Manifesto, le travail qu'on essaye de faire, c'est de diffuser des contenus de qualité sur Internet. Donc, particulièrement des contenus long format, avec cette idée de défier un peu les règles de l'industrie médiatique de la dernière décennie, qui a été très basée sur des formats courts, beaucoup de LOL, beaucoup de contenu d'entertainment en fait. Et on essaye en fait de redonner le goût de la lecture en étant convaincu qu'on peut créer de la qualité sur Internet. Et évidemment, derrière ça, il y a toute une réflexion sur la presse culturelle et sur la presse de mode. Là, on est en train de lancer une rubrique mode. On a toujours un peu parlé de mode, mais là, on va le faire un peu mieux. Et avec derrière la tête l'idée de parler de mode autrement, comme disait Alexia, de le faire par un prisme sociologique, engagé, et d'essayer d'éviter la langue de bois qu'on peut constater parfois dans les médias de mode traditionnels. Voilà. ok, très clair. Merci beaucoup. Alors justement, la presse de mode et la presse en général est en crise. Aujourd'hui, vous êtes des promoteurs d'une presse différente avec des contenus à forte valeur ajoutée. Mais comme vous le dites, sur le web, en fait, c'est des contenus à faible valeur ajoutée. Il faut aller très vite, il faut mettre des lolcats. Les algorithmes vont vous promouvoir en fait des contenus que vous aimez et justement pas des contenus qui sont divergents par rapport à vos idées. Comment aujourd'hui, lorsqu'on est sur des secteurs qui sont, je vais dire, de niche, vous pouvez émerger? Comment arrivez-vous, comment vous pouvez faire ça en fait? Pauline?
c'est quoi tes idées pour ça? Comment la presse peut produire du contenu et surtout le diffuser, et le diffuser peut-être à des gens que vous ne touchez pas tout de suite, en fait, en dehors de votre communauté? Euh, Question piège. Bah oui, Comment diffuser à des gens qui ne sont pas dans nos communautés? Bonne question, hein, parce que c'est un peu la grosse problématique. Le contenu de qualité, je sais pas. Alors moi, je sais que j'ai effectivement, comme je le disais tout à l'heure, eu la chance de travailler aux Inrocks et en fait, finalement, pour un gros média, on n'avait pas tant de pression que ça sur, par exemple, la SEO, tous ces trucs-là qui consistent par exemple, réduire tes titres, réduire tes intertitres, etc., pour que les algorithmes trouvent plus facilement en fait ton article. d'accord. Moi, j'ai jamais trop eu à faire face à ce genre de problématique. Alors, à part quand effectivement je faisais plus du contenu de brand content, en fait, qui du coup, pour le coup, doit cibler directement un type de consommateur. Je pense que ça dépend. Ouais, moi, j'ai pas trop eu ce problème-là, en fait, parce que D'accord. finalement, les Inrocks, ils ont quand même une grande communauté. C'est aussi la différence avec un petit média, c'est que tu touches quand même un public qui est large, avec des gens qui suivent les Inrocks parce que ça va les intéresser ou parce que les pages, bon, en particulier les pages mode, vont les intéresser. Nous, aux Inrocks, on avait une page spécifique, en fait, pour les pages mode, parce que c'est un contenu qui est un peu différent du reste. Généralement, les gens qui lisent Inrocks, ils viennent pour lire sur la musique, sur le rock par exemple. Ils vont venir lire sur la littérature, mais moins sur la mode. Donc nous, on avait une page un petit peu spécifique à nous, alors à la fois sur Instagram, sur Facebook. Donc là, tu crées des contenus qui sont vraiment adaptés à cette audience-là. Par contre, voilà, tu fais souvent effectivement des titres un peu courts, un peu catchy, mais ça dépend vraiment de la rédaction dans laquelle tu travailles. Ensuite, j'ai aussi choisi, c'est vrai que c'est un choix en tant que journaliste que de dire, j'ai aussi envie d'aller vers des médias qui m'obligent pas trop à aller vers ce genre de limitation, disons, d'algorithme. Donc, par exemple, pour The Good Goods, c'est pareil. J'ai pu écrire des articles assez longs avec franchement, même plus long que ce que j'ai pu écrire dans les Inrocks parce que il y avait une vraie vocation pédagogique en fait, une vraie volonté de pédagogie D'accord. derrière. Et Tide, c'est pareil. Bon, Tide, c'est un peu différent parce que c'est de la presse c'est vraiment écrite. Donc là, j'ai pas ce questionnement-là du tout. Voilà, donc pour moi, j'ai pas trop ces questionnements-là pour l'instant. Voilà. D'accord, super. Alexia et Constanza, comment, avec Manifesto, vous faites pour toucher des gens en dehors de votre communauté, en dehors de vos lecteurs habituels, en fait? Moi, je pense qu'en fait, on a quand même un côté aussi, à savoir qu'on est une asso bénévole et que nous, dans notre démarche, on a aussi le but de prendre soin du lecteur, en D'accord. fait. Et je pense que ça, pas beaucoup de. Enfin, il y a peu de médias qui le font. Je pense que c'est chaque personne qui travaille au sein de Manifesto fait ça par passion et a juste envie de donner au lecteur de la vérité aussi, en fait. De la vérité, de dénoncer des choses que les autres médias ont peur de dénoncer et en fait, de ne pas être dirigé par des financements ou des choses en fait, qui feraient marcher le magazine. Donc pour nous, en fait, je pense que ce qu'on plus que tout, c'est de prendre soin du lecteur et de ne pas lui mentir et d'être totalement franc en fait avec ça. Et voilà, je peux laisser peut-être Costanza enchaîner là-dessus. C'est totalement ça. Et en fait, pour compléter ce qu'a dit Alexia, l'idée, c'est que je pense qu'on est considéré comme un média de niche parce qu'on se trompe sur ce qu'est la majorité et ce qu'est la minorité. C'est-à-dire qu'en France, on a l'habitude de considérer que, je ne sais pas, certains médias sont les médias pour la majorité. Or, quand on vous dit la majorité, souvent, quand même, la majorité, on se rend compte que c'est la société hétéronormative de personnes blanches, plutôt bourgeoises, plutôt parisiennes. La majorité de la France, c'est pas ça. En France, il y a quand même beaucoup de personnes LGBT, beaucoup de personnes trans, etc., de personnes pluriculturelles. Et donc, je pense que
c'est une question de changer le prisme à travers lequel on regarde la presse. C'est-à-dire que on a peur de faire émerger des voix plurielles en France parce qu'on a peur de détruire l'universalisme à la française, en fait. Et qu'à chaque fois que quelqu'un prend la parole pour dire, je ne sais pas, un propos anticolonial, par exemple, on dit « Ah, bah, c'est du communautarisme de faire ça ». Mais en fait, non. En fait, la vérité, c'est que je pense que les gros médias ne sont pas représentatifs de ce dont l'audience française aujourd'hui a besoin et qu'en fait, il y a beaucoup d'audiences qui n'arrivent pas à se retrouver, à converger, à se solidariser parce que rien n'est fait pour qu'on soit sœurs entre nous, frères entre nous, dans ces communautés autres. Donc, comment on fait? C'est très difficile parce qu'en fait, la seule manière pour arriver à ces communautés-là, à créer de l'union, c'est vraiment, moi, je pense, passer par les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, comme Instagram, comme Twitter, on l'a vu avec les hashtags MeToo, les hashtags balance ton porc, les hashtags balance ton rappeur, etc. Les hashtags, en fait, ils permettent de s'insérer dans la zone vide laissée par les médias traditionnels entre guillemets. Ils vont s'insérer dans cette zone vide, dans cet espace vide journalistique et académique, dans l'espace que l'universalisme laisse non dit, dans l'espace défaillant de l'actualité française. Et donc, ils vont combler ces zones-là. Donc, tout ce qui se passe d'intéressant se passe sur les réseaux. Donc, il faut vraiment créer un peu, comment dire, pas le buzz, mais faire des contenus sur les réseaux qui soient percutants. Et ça ne marche pas toujours, mais je prends l'exemple de la page Diva de Lola Levent, qui est une autre journaliste comme nous. Comme elle n'a pas la place pour parler des violences faites aux femmes dans la musique, dans les médias, parce qu'aucun média n'a le courage de traiter ces thématiques, elle le fait sur Instagram. Or, Instagram ne suffit évidemment pas pour traiter ces thématiques-là. Et ce n'est pas juste que pour ces thématiques-là, il n'y ait qu'un petit carré. Mais ça permet quand même de diffuser ces infos et peut-être de faire changer les mentalités. Ouais, si je peux ajouter peut-être quelque chose. C'est comme chez toi. Non, mais enfin, je rebondis du coup à ce qu'ont dit les filles. Je pense qu'en fait, quand on crée, comme les filles l'ont fait avec Manifesto 21, un nouveau média, on va aussi directement effectivement vers un public en particulier. C'est-à-dire que là, à Manifesto, il y avait un manque concret au niveau de la presse sur ces questions-là, sur effectivement des questions que les gros médias n'avaient pas envie ou ne pouvaient pas pour des raisons aussi qui peuvent être, on le sait, hein, de financement, d'annonceurs, parce que c'est ça aussi la presse aujourd'hui. La presse, elle fonctionne comment? Elle fonctionne grâce à des annonceurs. Donc sur certaines questions, il y a forcément des sujets qui sont plus difficiles à aborder, qu'on ne peut pas trop aborder, ou qu'on nous déconseille un peu de façon discrète d'aborder. Donc voilà, quand on crée un média comme Manifesto qui est indépendant, on touche une population particulière, enfin un lectorat particulier qui va se retrouver dans ces thématiques et qui va lire parce qu'il a envie d'apprendre ces thématiques-là. Ce qui est compliqué, par contre, moi je l'ai pu le voir dans le cadre des Inrocks par exemple, c'est que c'est un média, alors c'est un média qui a toujours été considéré comme très snob, très blanc, effectivement, très... Enfin, voilà, il y a un côté... mais qui essaie de traiter quand même des sujets souvent de société, etc. Au Page Mode, c'était dur parce qu'en fait, Alice, donc la personne avec qui je travaillais, quand elle est arrivée, elle a mis un très fort accent sur les questions LGBT, les questions d'inclusivité, justement traiter toutes ces questions qui, dans la mode, sont très peu abordées en France, sont beaucoup plus abordées notamment à Londres. Des questions qui sont beaucoup plus discutées, qui sont vraiment, qui font le fond de la presse de mode en Angleterre, aux États-Unis aussi un peu. En France, pas du tout. Mais comment tu touches des nouvelles personnes, si tu veux, quand tu es au sein d'un gros magazine qui a un lectorat qui est, pas un électorat, un lectorat qui est ancien, enfin qui est ancien. Tu vois, les Inrocks, ça date des années... tu vois, 90, 2000, voilà, et les gens qui achètent... C'est mon époque. Hein. Ouais, je me souviens des Inrocks, à l'époque, c'était un mensuel, ça parlait beaucoup de musique. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est un mensuel aussi, ouais, bien sûr. Ouais, ça a énormément changé. Ouais. Là. Ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé et c'est un challenge que de toucher des nouvelles personnes, tu
vois, les pages mode, je pense, et les pages art notamment, dénotent un peu avec les pages musique et les pages littérature qui sont beaucoup plus instaurées dans les Inrocks. Et c'est vrai que c'est dur, donc je suis d'accord avec Costanza. Je pense que les réseaux sociaux sont très importants là-dedans. Donc nous, c'est aussi l'idée de créer une page un peu différente qui se démarque de la page principale des Inrocks, où parfois le flux d'informations aussi te perd la personne qui cherche une information. Et puis après, je pense qu'il y a aussi de plus en plus, et ça c'est à mon avis très fortement grâce à Instagram, TikTok, je ne m'y connais pas encore très bien, ça y est, je suis dépassée. Mais je pense que tu as aussi une importance très forte des personnes, en fait, des journalistes, des influenceurs, entre guillemets. Moi, j'aime pas trop ce terme, mais voilà, des gens qui vont prendre un peu une cause comme étant la cause sur laquelle ils veulent écrire. Et voilà, donc les gens vont par exemple suivre une personne et ensuite aller suivre les médias parce qu'ils suivent aussi cette personne. Donc bon, c'est pas toujours facile ou évident, mais je pense qu'il y a aussi ça, une très forte personnification aussi des causes, comme ce que représentent certaines personnes aujourd'hui dans la sphère médiatique parisienne et française. Et voilà. Ok, très clair. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est effectivement, je pense qu'on a bien compris cette histoire de positionnement, mais à partir du moment où vous avez un positionnement de niche, bah, ça va vous couper aussi sur des financements, sur effectivement un grand public. Comment aujourd'hui vous arrivez ou pas à concilier effectivement un positionnement très clair, très précis, avec également, moi je vais appeler un business model. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, ce positionnement, il n'est pas simple, il n'est pas aisé. À partir du moment où vous êtes activiste au sens propre du terme, comment vous pouvez réussir à en vivre et que ce soit pérenne sur le long terme? Alexia, concerne ça sur Manifesto 21? Ben, ça a toujours été la question clé de Manifesto et je pense qu'on n'aurait jamais pu créer Manifesto si on s'était posé la question du business plan parce que ça aurait été beaucoup trop décourageant. D'autant plus qu'en 2014, MeToo, ça n'était pas encore arrivé. Le mariage pour tous venait de passer. Enfin, le monde était encore quand même archaïque sur plein de trucs. Et bref, donc ça continue d'être compliqué, même si ça fait quand même presque 7 ans que le média est là. En fait, la réponse, c'est que tout simplement, pour l'instant, on n'y arrive pas vraiment. Mais je confie dans le fait qu'on puisse y arriver par des moyens alternatifs comme des campagnes de dons. Là, on a mis en place une campagne de dons où en fait on invite les lecteurs et lectrices à donner parce que c'est à eux de choisir de quelle presse ils ont envie demain. Enfin, donc je pense que c'est toujours intéressant d'être rémunéré par les gens qui nous lisent. Peut-être qu'on va lancer des abonnements. Alexia est en train de travailler sur des idées de boutiques online pour revendre des produits, mais tout ça c'est au stade de projet. Alexia aussi travaille sur des événements avec les autres membres de l'équipe. Donc, des fois, les événements, ils nous rapportent aussi un peu d'argent. Mais voilà, c'est une vraie question. En fait, quand tu dis aujourd'hui, c'est un positionnement compliqué, moi, ce qui me frustre peut-être des fois, c'est que je pense que si Manifesto était né à Londres, aujourd'hui, Manifesto il aurait déjà été racheté par Condé Nast et on serait tous dans des bureaux à Brick Lane à se la jouer poule. Vraiment, je pense. Mais c'est parce qu'on est en France. Et moi, j'ai beaucoup lu Heidi et la presse britannique. Et Manifesto, pour moi, c'est la convergence de toutes mes lectures d'ado de la presse britannique, et vraiment britannique, pas américaine. Parce que les Anglais, ils ont tout compris au niveau de la presse underground et de la revue française de discussion, voilà, un peu intellectuelle. Mais vraiment, je pense que si Manifesto était né dans un contexte anglo-saxon, ben, notre histoire aurait été vraiment, vraiment différente. Alexia, c'est quoi ton point de vue, toi? Bah, c'est le même que celui de Costanza. Je pense que, comme elle l'a dit, je pense que Manifesto ne serait pas Manifesto si un business plan avait été pensé dès le départ. Là, c'est un truc qu'on commence à peine à réfléchir en fait, parce que au bout de 7 ans, c'est normal qu'on ait envie de rémunérer des piges, de rémunérer des gens qui travaillent pour nous, qui font des shootings pour nous, et de nous aussi rémunérer nous-mêmes. En attendant, en fait, en tant que média aussi engagé et en voulant aussi continuer d'être une presse libre en fait et de pas avoir quelqu'un qui dirige
qui dirige nos points de vue, nos articles et nos lecteurs vers des endroits où on ne veut pas les emmener. Il faut vraiment qu'on trouve un moyen assez intelligent de faire ça, et on veut faire ça aussi en toute transparence pour que nos lecteurs sachent en fait d'où vient l'argent. Donc c'est hyper compliqué, quoi. Mais et ouais, comme dit Coco, peut-être que si c'était pas en France, et ben tout irait mieux, quoi. Mais on est en France et c'est ici aussi qu'on veut faire bouger les choses, parce que dans la mode particulièrement, c'est un des pays où ça stagne et où les gens continuent à être contents de ça, quoi. Donc C'est tellement vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais, totalement. La mode voilà. française, elle stagne quand même, et on a besoin peut-être ici de… Quand je parlais d'universalisme tout à l'heure, pour moi, la mode française, la mode parisienne que les étrangers adorent et voilà, qui constitue tous les clichés de la femme française, etc. Ben, tout ça, c'est vraiment l'aboutissement du rêve universaliste républicain français. Enfin, Ouais. vraiment, il y a ce rêve d'uniformiser les corps, d'uniformiser les points de vue, les couleurs de peau. Et c'est très français quand même. Déjà, en Italie, c'est différent. Déjà, le Vogue Italie, au moins autant de Franca Sozzani, n'avait rien à voir avec le Vogue Paris. Rien. Il mettait déjà en avant des sujets sur la grossophobie, par exemple, complètement différent. Là, Un côté assez… alors, excusez-moi, Pauline. Alors, justement, vous avez évoqué le magazine Vogue, qui est vraiment pas en forme en ce moment. En fait, ils ont dû réduire effectivement les salaires d'à peu près tout le monde à 20% pour essayer de survivre. Et puis, ils ont été également secoués par une crise en interne sur manifestement des harcèlements. Et là-dessus, ils ont survécu malgré tout. Ils n'ont pas licencié de manière historique la personne qui était à la tête. Aujourd'hui, de par votre positionnement, la presse mode a aussi un rôle de rôle modèle et d'exemplarité, notamment par rapport au corps de la femme. Et on a l'impression qu'avec ce coronavirus, avec cette crise sanitaire, la presse mode n'a pas vraiment pris conscience, n'a pas encore changé en fait. Comment on peut faire concrètement pour qu'elle change? On parlait de la presse anglaise, anglo-saxonne, ainsi de suite, qui est beaucoup plus ouverte, beaucoup plus underground. En France, on est plus traditionnel, je vais dire comme ça. Vous essayez de pousser des choses. Comment aujourd'hui, effectivement, la presse de mode peut, avec cette crise-là, placer des nouveaux sujets, intégrer le corps de la femme de manière un petit peu différente? Tu parlais de la grossophobie, bah, effectivement, ce corps différent, ce corps avec d'autres couleurs. Comment on peut faire ça, en fait? Bah, faudrait qu'ils nous embauchent. Ça Enfin, serait pas mal. Ça serait pas mal. non, mais c'est vrai. Ouais, je suis d'accord, je pense que il y a des problèmes de fond en fait, mais c'est dans la presse comme dans les entreprises. Les maisons de mode, c'est typiquement ça. C'est aussi des gens qui n'ont pas envie de remettre en cause, après des années de travail dans le luxe, dans un milieu qui est très particulier, qui est très, qui se regarde beaucoup aussi. Beaucoup de personnes qui ne veulent pas remettre en cause ce qu'ils ont fait, qui considèrent peut-être aussi que remettre en question ce qu'ils ont fait, c'est remettre en question leur propre carrière. Ce que je peux comprendre, c'est pas forcément toujours facile de se remettre en question. Et surtout quand on a une position qui est publique, entre guillemets, parce que quand on est journaliste, on est public. Ce qu'on publie, c'est des choses qui peuvent être lues. Et je pense qu'on l'a tous ressenti un jour ou l'autre quand on écrit quelque chose, même sur 2 ans, par exemple, des fois, je relis des articles que j'ai écrits il y a 2 ans et je me dis, mince, mais comment j'en suis arrivée à avoir cette réflexion-là? Pourquoi est-ce que j'ai pensé ça à ce moment-là? Donc, en fait, il y a beaucoup de choses qui évoluent aussi. Mais les gros médias de mode, il y a des gens qui sont intouchables parce qu'ils sont là depuis des années, ils représentent des symboles de la mode, etc. Moi, honnêtement, à part effectivement embaucher et avoir vraiment quelqu'un à la tête du média qui dit ok, maintenant on change tout. Alors soit on pousse les gens qui travaillent déjà dans le média à changer de direction, mais bon, ça me paraît quand même compliqué. Soit on embauche des nouvelles personnes, peut-être plus jeunes ou plus ouvertes sur certains sujets. Ça a été le cas, hein. Par exemple, moi, quand je suis arrivée aux Inrocks, il y a eu la crise du LOL,
la Ligue du LOL, C'est ça. qui a entraîné le changement de la rédaction, notamment des rédacteurs en chef, etc., avec l'arrivée de personnalités beaucoup plus, enfin, qui ont développé leur carrière sur des sujets beaucoup plus LGBT, par exemple Marie Kirchen, et qui du coup était beaucoup plus ouverte à ces sujets-là. Et on s'est rendu compte que même voilà, au niveau de la rédaction, on abordait beaucoup plus de ces problématiques. Donc le changement, je pense que voilà, ça a du bon. C'est aussi prendre des gens qui sont sensibles à la base à ces questions ou qui sont dans une vraie réflexion de fond sur comment est-ce qu'on améliore à travers, parce que le journalisme, c'est quand même ça, le but, c'est quand même de se dire comment est-ce qu'on critique la société. Quand je dis critique, c'est pas de façon négative ou positive, mais c'est voilà, faire une critique pour que la société s'améliore en fait. Le problème de journaliste de mode, c'est qu'il a un petit peu trop eu tendance à confondre. Et ça, je pense qu'il y a un problème en France qui vient de l'académie, qui remonte à l'académie et à l'éducation. C'est-à-dire qu'en France, on considère que beaucoup de sujets sont pas assez intellectuels pour être considérés comme des sujets d'études, des objets d'études. Par exemple, la mode, par exemple, à une époque, même le cinéma, par exemple, notamment ce qu'on appelle les l'étude des people, tout ça, les études d'Instagram, les études des réseaux sociaux. En Angleterre, tout ça, c'est des choses il y a vraiment des masters, des doctorats, des gens qui étudient ces sujets-là, qui sont des sujets très contemporains, la pop culture, toutes ces questions-là. En France, ça a longtemps été dédaigné par l'académie, ce qui fait qu'en fait, on s'est retrouvé avec toute une vague de sujets qui n'étaient pas du tout traités. Et la mode en fait partie. La mode a été considérée comme faisant partie de la culture dans les années 80 avec Jack Lang. Donc, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, quoi. Et voilà. Et donc, le retard, pour moi, vient aussi de là. D'un vrai problème d'éducation et d'ouverture à des sujets plus larges que simplement l'art avec un grand A. Voilà. Oui, pour moi, ça vient aussi d'un problème qu'on a en France avec le journalisme, c'est que on est... Ah, je crois qu'Alexa nous a quittés, mais elle va revenir, je pense. Elle va revenir, j'espère. Du coup, ouais, je pense que en France, on a un problème avec le journalisme, et ça, c'est Alice Coffin qui le met en évidence dans son livre Le génie lesbien. Elle dit très justement qu'en France, on a du mal à laisser des personnes concernées parler de certains sujets parce que on a ce mythe de la neutralité. Donc, par exemple, une personne d'origine, enfin, je sais pas, afrodescendante, par exemple, elle ne pourrait pas couvrir une manifestation d'afrodescendants, afrodescendantes, parce qu'on va lui dire non, tu es trop concernée, tu ne vas pas être objective. Or, objectif en France, ça signifie universaliste, donc souvent porter un regard, disons, plutôt hétéronormé, blanc, cis, etc., sur la société. Si ces rédactions mode comprennent que pour être dans la tendance, en fait, c'est quand même leur job d'être dans la tendance, d'être en harmonie avec leur temps, ben, il faut qu'ils laissent parler les gens qui sont concernés. Et j'ai des doutes quant au fait qu'on puisse, chez Vogue Paris, ben, réellement dire ben, maintenant, toute cette rédaction va soudainement devenir anti-grossophobe, décoloniale, etc. Ben non, il faut embaucher des gens qui savent parler de ça. Il faut laisser la place à des gens pour parler de ça. Je ne dis pas qu'ils doivent virer tout le monde chez Vogue. Moi, ce que je veux dire juste, c'est que... Mais un peu quand même. Un peu quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai travaillé dans la mode. J'ai travaillé chez Balenciaga pendant j'ai fait un stage là-bas il y a très longtemps. Et j'étais quand même, enfin c'était il y a longtemps, c'était en 2014, mais j'étais quand même choquée parce que on venait pas du même monde. Comment dire, les commentaires grossophobes que j'ai pu entendre ou la misogynie aussi que j'ai pu voir, le harcèlement au travail que j'ai pu voir et subir. Ben comment on peut sensibiliser ces gens qui font comme ça depuis des années? Parce que la mode est un milieu tyrannique quand même, qui est basé sur le culte du créateur, comme la disait Pauline la dernière fois, sur ce culte, sur la divinisation de ce qu'on fabrique, où les gens, ben, parce qu'ils sont très passionnés, acceptent de bosser à n'importe quelle condition. Comment on fait pour changer vraiment les mentalités? Pour moi, il n'y a pas d'autre choix que de commencer à ouvrir la mode, et surtout les journalistes de mode, à d'autres profils, à des personnes
issus de milieux différents, des personnes LGBT, des personnes, je ne sais pas, afrodescendantes, asio-descendantes, trans, voilà. C'est un peu ce qui a été fait aux États-Unis avec Them, le média Condé Nast, qui est entièrement consacré. Enfin, je crois que c'est un peu un média qui se définit comme étant genderless, un truc comme ça. En tout cas, c'est un média vraiment qui a été créé pour cette génération qui arrive et qui ne va plus lire la presse de mode en quête de, je ne sais pas. Enfin, en fait, comment dire, les nouveaux référentiels, c'est quand même des personnes non binaires, des personnes trans, etc. Mais même si on pense à l'égérie Cara Delevingne, enfin, je veux dire, elle est ouvertement lesbienne, ça doit faire réfléchir la mode. C'est quand même, sans faire son éloge ou quoi, mais c'est quand même quelqu'un qui a bousculé des codes. Ben, il faut continuer dans cette direction, en fait. En fait, la mode, c'est une discipline qui est hyper diverse, qui rassemble, qui est un croisement de. Elle est revenue. Ah, coucou. Alexia, on t'avait perdu. Ouais, ma connexion a sauté, je suis désolée. C'est pas grave. Le plus important, c'est que tu sois là. Ouais. Pauline, vas-y, après on aura la parole à Alexia. Ce que je disais, c'était que la mode, c'est une discipline qui est passionnante et très enrichissante parce qu'elle rassemble des gens qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, qui viennent de différentes disciplines, des gens qui sont scénographes, des gens qui sont designers, des gens qui travaillent dans la musique, des gens qui vont écrire, des gens qui vont faire du développement matière, des industriels, des gens qui sont passionnés par le chaîne-et-trame, qui sont donc des gens qui travaillent dans les usines depuis toujours et qui développent des techniques différentes avec des textiles qui vont avoir différentes capacités, par exemple, techniques, vraiment concrètes. Donc, en fait, c'est ça qui est incroyable, c'est que la mode, c'est une discipline qui se conforte dans une sorte de snobisme dans certains aspects, notamment dans le journalisme de mode, alors que c'est une des disciplines dans lesquelles il y a le plus de profils, le plus de gens, le plus de brassage, en fait, paradoxalement. Enfin, en tout cas, je trouve. Et dans les Fashion Week, par exemple, j'ai eu l'occasion de faire à quelques reprises. En fait, on voit ça comme quelque chose de très... C'est très codé, c'est très codifié, ça c'est sûr. Mais en fait, si on gratte un petit peu la surface, il y a quand même des gens qui circulent un peu dans ces sphères et qui sont des gens très intéressants, qui viennent de différents milieux, etc. Donc voilà, c'est dommage qu'on ne donne pas la parole à toute cette diversité de gens. Ensuite, il y a une deuxième chose, et là, je rejoins tout à fait Costanza. Parfois, moi, on m'a dit est-ce que tu veux écrire sur tel ou tel sujet ? Alors, il y a des sujets sur lesquels j'ai aucun souci pour écrire, mais des sujets sur lesquels je me sens moins légitime à écrire moi-même, alors que je m'intéresse, par exemple, voilà, question LGBT, inclusivité, genderless, etc. Évidemment, c'est des sujets qui m'intéressent, sur lesquels je suis prête à réfléchir. Par exemple, voilà, moi, je sais que ça va être des sujets sur lesquels je prends un peu de distance, étant moi-même assez cisgenre, hétérosexuelle, blanche. Des fois, je me dis, mais est-ce que j'ai vraiment voilà, mon mot à dire dans ces sujets-là ? Alors, je peux en parler de façon avec un recul, mais si je veux avoir un vrai fond, une vraie recherche derrière, etc., mais pourquoi donner la parole à moi dans ce cas-là, en fait ? C'est ça. Et ça, je le dis avec une humilité immense. C'est-à-dire que encore une fois, quand on écrit, on aspire à écrire quelque chose qui a du sens. Et ça peut avoir du sens parfois parce qu'on le comprend à titre personnel et on le vit à titre personnel. Voilà. Donc, alors, il y a une chose, c'est-à-dire avoir une situation de journaliste et pouvoir donner la parole à ces sujets. Moi, je le fais avec grand plaisir et évidemment, c'est très important de le faire. Mais si on peut donner la parole à quelqu'un qui est plus légitime que moi, mais enfin voilà, c'est là qu'il y a vraiment un souci. Enfin, des choses à faire évoluer, disons. Très clair. Moi, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit par rapport à la presse anglo-saxonne, qui est beaucoup plus ouverte, d'après vous. Moi, ma question que je me pose, c'est souvent, on a la presse qu'on mérite. Et la presse de mode en France, elle parle de la mode en France. Donc finalement, est-ce que ça ne voudrait pas dire que finalement notre mode, entre guillemets, française serait un petit peu, je vais le dire comme ça, fade ou sans prise de risque ou plutôt assez classique, et finalement la presse serait juste un reflet effectivement de la mode française, alors que dans d'autres pays,
comme l'Angleterre, comme les États-Unis, il y a beaucoup plus de risques. C'est quoi votre avis par rapport à ça, Alexia, qui vient juste de revenir? En fait, j'ai l'impression que moi, c'est un espèce d'aller-retour entre la presse au final et la mode, parce que en gros, tant que la presse ne change pas, la mode ne va pas trouver forcément le besoin de changer, parce que si tous les magazines, enfin les médias continuent de valoriser ces marques qui ne changent rien en fait à leur système, donc qui restent avec des corps hyper normés, avec une manière de produire pas éthique du tout, enfin tout ça, je pense que la presse, enfin en fait, si du côté de la presse, il y a personne qui dit non, je ne veux plus écrire là-dessus, bah voilà, la mode va continuer d'être comme ça aussi. Donc en fait, je pense que ça va dans les deux sens. Là où aussi, bah, la presse va pas écrire sur d'autres trucs s'il n'y a pas de contenu non plus. Enfin, sur des marques. Bon, après, moi, je pense qu'il y a énormément de jeunes marques qui maintenant construisent tout leur comment dire, tout leur système en gros sur des choses éthiques et écologiques et voilà. Mais pour moi, ça doit changer dans les deux sens en fait. Et il y a en fait, ça va avec tout ce que toute la représentation qu'ont le monde entier, enfin qu'a le monde entier en fait de la France et de la mode à la française quoi. En fait, c'est ce snob, c'est ce blanchisme, je ne sais pas si ça se dit ce mot blanchisme, c'est la parisienne qui fait du 34 à 1,80 m avec son trench classique Burberry. Et c'est un truc qui, je pense, qui n'ont pas envie de changer, quoi. Genre, Je remarque quand même qu'on est tous les quatre blancs ici présents. oui, oui, non, mais carrément. c'est vrai. Mais, oui. Non, je rigole, mais tu vois, Tu rigoles pas, c'est une réalité. Hein. Ouais. Et, C'est vrai. du coup, pour moi, c'est ça. Et c'est ça, enfin, c'est notre mission à nous, pour le coup. Et c'est pour ça qu'avec Manifesto, on se refusera, je pense, de faire des articles sur des grosses maisons. Parce que, à part s'ils font un énorme pas en avant et qu'ils décident de changer tout leur système, quoi. Mais pour moi, en fait, pour que les choses changent, c'est dans les deux sens qu'il faut que ça change, quoi. Donc, en fait, si jamais les marques se rendent compte que la presse, en général, décide de ne parler que des marques qui font l'effort de changer, voilà, peut-être que toutes les marques vont se décider à changer à un moment, quoi. Moi, je suis d'accord avec ça, mais je mettrais une petite nuance quand même. Je pense qu'il faut aussi se rendre compte que certaines maisons avec un grand M de mode, c'est aussi des énormes machines qui fonctionnent comme elles fonctionnent depuis, pour certaines comme Chanel par exemple, depuis les années 20-30. Et que parfois aussi changer, c'est compliqué, ça prend plus de temps que dans une petite marque ou qu'une petite marque qui va se monter avec un système, un système, disons, déjà circulaire ou qui réfléchit déjà à une mode durable, etc. Voilà, donc moi j'essaie de prendre un peu de recul là-dessus parce que pour connaître quand même pas mal de gens qui travaillent dans les maisons de mode, alors il y en a qui sont complètement réfractaires au changement et ça c'est une vérité et là je pense que vraiment il y a quelque chose à faire, ça c'est évident. Et il y en a d'autres qui essaient petit à petit de transformer leur modèle de production, etc. Mais il faut se rendre compte des machines de guerre que peuvent être les maisons de luxe. C'est souvent des partenariats historiques avec des fabricants, avec des fournisseurs, avec des usines, avec voilà, donc disons des fonctionnements un petit peu très très lourds en fait au niveau process. Et donc bon voilà, je pense qu'il faudrait qu'il y ait plus de choses qui soient faites pour changer. Il y a quand même des maisons qui essaient de changer. Mais bon, il faut aussi leur donner du temps parfois, même si malheureusement le temps, on ne l'a pas vraiment en ce moment. Après, je suis d'accord, je suis d'accord avec ça et j'y pensais avant notre call. Je me suis dit, créer une marque aujourd'hui, tu sais en fait les engagements que tu dois prendre en fait. Par rapport au corps, à l'écologie, tout ça. Je sais que des grandes maisons avec un grand thème, comme tu dis, c'est énormément de choses à changer. Mais pour moi, il y a des choses dont on parle depuis très longtemps, dont la grossophobie en fait dans la mode. Et au-delà de la grossophobie, juste avoir un corps normal en fait. C'est que quand tu
quand tu marches dans Paris pendant les Fashion Week, tu les vois, toutes les mannequins se balader et tout. Et en fait, moi, quand je les vois, je me dis, mais je ne peux pas, je peux pas. Si cette meuf, en fait, elle porte ces vêtements, je peux pas me dire qu'ils m'iront à moi, quoi. Et donc changer les corps au sein de la mode, rien que ça déjà, pour moi c'est pas si difficile que ça en fait de refaire un patron pour que la mannequin qui le porte au défilé ne soit pas forcément un cintre en fait. Oui. Moi, sur ça, je suis complètement d'accord avec toi. Pour moi, c'est problématique, par exemple, que beaucoup de gens, en 2020, célèbrent encore Anna Wintour et Karl Lagerfeld comme étant Voilà, exactement. absolu. Je veux dire, Karl Lagerfeld, voilà, au-delà du fait que oui, d'accord, il a bien fait son taf comme plein d'autres gens, c'était quelqu'un d'extrêmement grossophobe, il a tenu des propos odieux, haineux. Nous, on avait sorti un article sur ça, en fait, à sa mort. C'est pas pour pourrir sa mémoire, mais bon, Karl Lagerfeld, c'est pas un monument national non plus. Hein. On doit pouvoir critiquer les gens. Je trouve ça problématique de voir encore dans les écoles de mode ce divisme qui se met en place et ces gens qui ambitionnent à devenir des Anna Wintour. Anna Wintour qui a géré un Vogue absolument raciste pendant, je sais pas, 30 ans, 40 ans depuis quand elle est là. Je veux dire, c'est pas cool d'être le diable, d'être surnommé le diable. C'est-à-dire que, en gros, le diable s'habille en Prada, c'est un éloge du harcèlement au travail quand même. Enfin, c'est très problématique. Et on est là à se dire, ouh là là, le monde de la mode, ça fait rêver. Donc ça, cette mentalité-là, c'est dans les écoles de mode aussi qu'il faut la changer. Parce que, voilà, je trouve que c'est problématique. Et l'autre chose que je voulais dire, je ne me rappelle plus. Peut-être qu'elle va me revenir après. Bon. Alors, Mais moi, je ne sais pas, j'ai pas l'impression. Excuse-moi, Pauline. En fait, juste, comme il va nous rester 20 minutes, voilà, on a beaucoup abordé effectivement la question de la grossophobie, du genderless, effectivement de l'exploitation au sein du système mode. Et il y a une partie que je voudrais qu'on aborde sur ces 20 dernières minutes, en fait, c'est le côté digital. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, on est empêché de plein de choses. Et il y a une accélération de la digitalisation. Constanza, tu as évoqué Balenciaga qui vient de sortir effectivement un jeu vidéo pour montrer sa toute nouvelle collection. Les voyages sont empêchés, il n'y a plus d'acheteurs chinois qui viennent, les Fashion Week vont être décalés et vont être digitalisés. Pour vous, comment aujourd'hui la presse de mode peut montrer du vêtement, peut parler de vêtements, alors qu'avant tout, le vêtement, c'est de toucher, c'est un tomber, c'est vraiment essayer le vêtement. Comment ça se passe aujourd'hui? C'est quoi les voies pour la mode, pour la presse de mode, pour arriver à continuer ou à inventer une nouvelle chose? Pauline, par rapport à ça? C'est sûr que pour ça, le Covid a aidé ou en tout cas accéléré les choses, ça c'est certain. Effectivement, depuis juin dernier, même voir la Fashion Week d'avant qui était en mars, c'était déjà un petit peu chaud. Pas mal de fournisseurs, d'acheteurs qui n'ont pas pu venir, notamment des Chinois, etc. Donc les marques, moi j'ai trouvé que les marques avaient quand même fait beaucoup d'efforts pour se digitaliser, de deux choses une, moi j'avoue que je suis un petit peu conservatrice là-dessus. C'est peut-être un des rares trucs sur lesquels je suis conservatrice. C'est vrai que pour moi, le vêtement, c'est du tombé, c'est du textile et que pour moi, rien ne remplacera. Alors, pas forcément un défilé classique, parce que je comprends bien les problématiques qu'il y a derrière le défilé, mais le fait de pouvoir voir le vêtement. Ne serait-ce que parce que le vêtement, pour moi, et par exemple, le luxe, pour moi, c'est des textiles qui vont être... c'est des coupes, c'est du patronage, c'est de la couture, en fait, tout simplement. Et ça, tu peux vraiment le voir quand tu t'y connais un peu en vêtements, tu réussis quand même à voir même en défilé comment tombe le vêtement, quelle matière il a. Ça, pour moi, c'est très difficilement remplaçable en digital, ça c'est sûr. Par contre, pour tout ce qui est autour, au niveau des valeurs, au niveau de la création purement artistique, là, les marques ont quand même fait pas mal de choses. Donc, les dernières Fashion Week, c'était quasiment en fait que du numérique. Donc, on était tous derrière nos écrans et en fait, on avait donc des temps, un peu comme dans la vraie Fashion Week, avec à tel moment la release de telle collection. Alors, avec par exemple Marine Serre, par exemple, elle a fait un film de limite en 3D, ou 5D,
je ne sais pas où on en est maintenant avec les dés, mais voilà, un espèce de film hyper science-fiction avec sa collection qui était complètement intégrée dans ce truc, avec une réflexion effectivement, on peut penser sur le genre, etc. Donc, moi, j'ai bien aimé cette démarche-là. J'espère que les Fashion Week suivantes vont réussir à vraiment mixer ces deux aspects. Même si pour moi, la Fashion Week reste un moment important, aussi un moment important de rencontre. Voilà, qu'on n'a pas en digital, quoi. Enfin, c'est une vérité. Même là, donc on se parle, on a la chance en webinaire, c'est un peu différent, mais on n'a pas ce qu'il y a après, c'est-à-dire le fait de pouvoir discuter, de pouvoir revenir sur les choses, de pouvoir rencontrer des designers, de parler avec eux. Moi, la plupart des gens sur qui j'ai pris plaisir à écrire, c'est des gens que j'ai rencontrés dans des showrooms, avec qui on a eu l'occasion de discuter, etc. Donc la digitalisation, je pense qu'au niveau de la création pure et dure, elle est intéressante parce qu'elle permet de faire de la vidéo, de faire voilà, plein de nouveaux formats. Moi, j'ai vu des choses vraiment super intéressantes, en tout cas à mon sens. Mais je trouve ça difficile encore de remplacer dans le textile le physique. Même si je me rends bien compte qu'évidemment, le modèle des Fashion Week avec tous les bailleurs qui viennent 4 fois par an, ça c'est plus la question pour moi des calendriers de Fashion Week, de cette accélération, de cette idée qu'il faut tout le temps, qu'il y en ait tout le temps. S'il y avait une Fashion Week parisienne par an, déjà, avec des collections qui prennent plus de temps, où les designers sont moins sur le rush tout le temps à devoir créer, avoir quelque chose de beaucoup plus abouti avec des formats digitaux le reste de l'année, par exemple. Faire voilà, je sais pas, peut-être quelque chose d'hybride. Je pense que c'est intéressant. Oui, c'est ça. Je vois pas mal un moyen de sortir du calendrier, justement, et d'un truc qui, en fait, pour moi, c'est cette cadence de Fashion Week, je pense que ça finit par ne plus respecter le délai de création en fait d'un designer, quoi. Enfin, la pression qu'ils subissent de devoir sortir quand même une méga collection tous les 6 mois, production comprise. Enfin, c'est un truc énormissime. Et justement, pour changer, je pense que ça leur laisse quand même peu de temps de penser au changement, en fait, dès qu'ils ont fini une Fashion Week, de devoir se relancer sur l'autre et de... Enfin, moi, je connais des designers qui ont fini par en sortir et qui en sont, enfin, et pour qui c'est un énorme soulagement, en fait, parce que je pense que quand les jeunes designers entrent dans le calendrier, ils sont hyper contents d'y être parce que c'est cool pour leur visibilité, pour les acheteurs, tout ça. Mais je pense qu'ils rentrent dans des rouages où, en fait, ils ont plus de vie et même plus de place pour créer, je pense. Enfin, et c'est pour ça qu'on voit des collections se ressembler de plus en plus au fil des années parce qu'ils ont tout simplement pas le temps, quoi. Enfin, je pense. Après, je suis pas à leur place, mais je pense que sortir du calendrier aussi, ça ferait sortir du snobisme. Ouais, il y a des logiques qui changent ces dernières années. Par exemple, on voit quand même l'importance croissante de la Fashion Week homme. La Fashion Week homme prend, alors déjà, je pense parce que effectivement la mode homme est très intéressante ces dernières années, parce qu'il y a toute cette question de genderless, d'androgynie et plein de choses, et beaucoup par exemple de textiles, de matières qui étaient réservées aux femmes pendant longtemps dans la mode, qui ont été autorisées chez les hommes pendant longtemps, puis qui pendant le XXe siècle sont devenus strictement féminins, par exemple le velours, par exemple l'organza, des matières comme ça qui sont affiliées à une féminité très forte qui aujourd'hui se déplacent sur les hommes, sur les collections hommes. Pour moi, c'est fascinant. Et du coup, la Fashion Week homme a pris de plus en plus d'importance, avec en plus la volonté de certaines maisons de sortir des calendriers, de dire ok, je fais défiler hommes et femmes au moment de l'homme, avec des collections mixtes, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que du coup, il y avait un peu une sorte de floutage entre ces Fashion Week qui, à mon avis, est quelque chose de très intéressant parce que ça pousse les autres maisons. Notamment, on m'avait fait une remarque, c'est que en fait, de plus en plus d'acheteurs viennent maintenant sur les Fashion Week hommes et arrivés au moment de la Fashion Week femmes, en fait, ils n'ont plus de budget. Donc, du coup, de plus en plus de marques se voient un petit peu prises tu vois, au dépourvu et se disent merde, en fait, il aurait peut-être fallu que je défile moi aussi à la Fashion Week homme. Enfin voilà, donc avec plusieurs, en fait, comme il y a des collections hommes et femmes à l'homme, bah en fait les acheteurs ils disent bah très bien, j'ai vu ça, j'aime bien, allez hop, je prends la femme, je prends de l'homme, je prends des deux, du genderless et tout, et donc du coup, je
pense que ça, c'est un phénomène qui fera que les Fashion Week, que les calendriers vont forcément changer dans les prochaines années. Enfin, je pense. Besoin de ça, sur la digitalisation de la mode. Bah, moi, je rebondis juste sur ce que les filles elles disent et je pense que, en fait, comme dans tout domaine, la digitalisation a eu des effets positifs et des effets négatifs et qu'en tout cas, elle permet de pallier à des manques, à une démocratisation majeure probablement. Elle répond à une démocratisation en fait et ça c'est formidable. Je pense que contre le snobisme, ça peut être un bon médicament, la digitalisation, j'y arrive pas. Après, la mode, c'est aussi quelque chose, comme le dit très bien Pauline, de tactile. C'est une série de techniques et d'artisanat. Et donc, il y a un aspect vraiment sensoriel, en fait, avec la mode. Mais ça peut être une bonne entrée de jeu. De toute façon, le digital est là. S'y opposer ne sert à rien. Il faut l'accueillir de la manière la plus intelligente possible. Et je pense qu'il y a dans le digital des chances d'ouvrir la mode, de la confronter à ses pires névroses et de la faire évoluer dans un bon sens aussi. Et voilà. Je veux juste rebondir sur ça une seconde. Je sais que j'ai beaucoup parlé sur cette question, mais c'est la première réflexion que je me suis faite quand il y a eu les Fashion Week officiellement totalement digitales. C'est de me dire, mais génial, pour une fois, la mode va être accessible à tout le monde. C'est-à-dire que la Fashion Week ne va pas rester qu'entre 3 journalistes, parce que déjà, même dans le cercle des journalistes de mode, tout le monde n'a pas le droit d'aller au Fashion Week. On n'est pas tous invités à tous les défilés parce que certains défilés vont avoir une identité plus proche du média, etc., en fonction de la hiérarchie dans le journalisme. Ça, c'est encore des questions qu'on pourrait aborder pendant des heures. Donc voilà. Le problème, c'est que, en fait, les logiques de snobisme, elles sont encore un petit peu présentes puisque pour accéder aux collections en ligne, il faut avoir un mot de passe, il faut être invité par des agences de RP, etc. Donc oui, sur le tard, disons, au départ, c'est des journalistes qui peuvent avoir accès derrière leur ordinateur, puis espérons que tout le monde pourra y avoir accès. J'ai trouvé ça très bien justement que Balenciaga ouvre leurs jeux vidéo à tout le monde, quoi. Ouais, totalement. Au début, je croyais pas et du coup j'étais énervée, j'étais là mais merde, encore une fois ils nous privent de pouvoir voir un défilé. En fait, quand j'ai vu qu'il était accessible à tout le monde, j'étais assez soulagée en fait de me dire peut-être qu'en fait, le truc c'est que le snobisme marche avec l'exclusion, quoi, et c'est comme ça que marche la mode. C'est exclure les gens. On garde cette image luxueuse et si intouchable parce qu'on exclut énormément de gens de ce milieu-là. Et c'est vrai que la digitalisation pourrait permettre justement de donner accès à toutes ces choses-là à tout le monde et ça n'en ferait que le plus grand bien, quoi. Alexia, moi j'ai une question pour toi. Est-ce qu'on peut imaginer un jour Manifesto 21 sur TikTok? Alors, comme Pauline, moi je suis complètement dépassée, je ne sais pas comment ça marche. Alors peut-être un jour, hein. On n'y a pas encore pensé. D'accord. Voilà, moi je lance un appel. Hein. Je rêve de voir Manifesto 21 sur TikTok. Donc, D'accord. Toi, tu te sers de TikTok? Alors, moi je suis complètement has-been, hein. Laisse tomber. Ah ouais? Ah non. Mais en fait, nous, on est déjà dépassés, nous trois. Hein. Genre, ça y est. Moi, je suis encore avec mon petit cahier Moleskine. Hein, les gars, tu me parles de TikTok, tu vois? Chacun son rythme. Là, j'ai acheté enfin un téléphone pour comprendre que je peux faire des vidéos, tu vois, quand je vois des trucs. Et que je suis pas obligée de les dessiner, tu vois. Ouais. C'est au côté vintage. C'est pour ça. Mais parfois, c'est pas très efficace, le côté vintage. Non. Ça dépend. Il va nous rester 2-3 petites minutes. Je pose une petite dernière question hyper rapide. C'est bientôt la fin de l'année. On va arriver en 2021. Comment vous imaginez la presse de mode l'année prochaine? Qu'est-ce qui va lui arriver à cette fameuse presse de mode? Je pense qu'il y aura des petites révolutions. Je pense que les gens, les nouvelles générations en ont un peu marre et c'est possible qu'il se passe un peu ce qui s'est passé dans le cinéma, dans la musique, etc. Un hashtag balance ta maison. Je ne sais pas. Mais c'est possible. Franchement, c'est possible. Même si dans la mode, je pense que c'est plus compliqué parce que la mode est basée, entre autres, sur la discrimination,
sur cette idée d'unicité qui peut être discriminatoire, mais je pense qu'il peut aussi arriver qu'au bout d'un moment, il y ait des bousculements de ce type-là. Et que peut-être, je ne sais pas, il y ait des petites nouvelles idées, des jeunes étudiants qui lancent un média un peu subversif de mode. Je pense que ça va aller dans un sens un peu comme ça. Super. Pauline? Je suis d'accord, je pense que la mode, surtout depuis le début 2020, a quand même beaucoup changé d'un coup, enfin en tout cas en France, parce qu'on était encore une fois assez en retard, notamment sur les questions de développement durable. Non, mais c'est vrai, quand tu vois Copenhague, ils en sont déjà à interdire toutes les maisons qui ne sont pas éco-responsables dans leur Fashion Week. Le jour où Paris en arrivera là, si tu veux, bon, voilà. Après, c'est pas les mêmes échelles, c'est pas les mêmes problématiques, etc. Et voilà, donc bon. Mais quand même, il y a eu que ce soit du greenwashing ou pas, il y a quand même eu beaucoup de choses qui ont été faites ces dernières années au niveau de la circularité, de la mode. On en parle de plus en plus. J'espère que ça va devenir un peu plus sexy d'en parler aussi, parce que le problème de la mode durable, c'est que ça a longtemps été un peu catégorisé comme une mode un peu ringarde, voilà. Et en fait, c'est pas le cas. Il y a plein de maisons hyper intéressantes qui font de l'upcycling, qui font du recycling, qui réutilisent les textiles. Et en fait, je pense que la mode peut s'améliorer grâce à la mode, en fait. Ça devient à la mode d'être durable, donc peut-être que ce sera plus durable. Moi, j'espère que ce sera ça. Et pour la presse de mode, oui, j'espère qu'on aura de plus en plus de médias ou qu'on aura de plus en plus de plateformes dans lesquelles on peut vraiment parler des jeunes designers, des jeunes gens qui se bougent pour faire ça, avec peut-être... j'aimerais beaucoup une plus grande discussion entre les gens qui écrivent et les gens qui produisent et qui créent. Parce que je pense qu'on a tous un petit peu notre part à jouer là-dedans et réfléchir sur la mode, ça peut être aussi une manière de créer. Donc voilà, moi j'ai pas envie de passer mon temps à être derrière et à critiquer et à dire ah ça c'est bien, ça c'est pas bien, voilà. Qui suis-je pour dire ça? Je suis personne en fait. Donc j'espère pouvoir avoir des discussions ouvertes avec des jeunes, avec des moins jeunes, voilà, et que la mode devienne un espace où on peut plus vraiment créer, parce que c'est une discipline qui vraiment est là pour créer dans tous les sens du terme, avec des gens différents, avec des techniques différentes, avec des couleurs différentes, des musiques différentes, tout ce que tu veux, des pays différents, voilà, tu vois, la mode africaine, c'est hyper intéressant, la mode enfin tout, il y a plein de choses, il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de choses à faire, que j'espère qu'on aura plus de plateformes pour discuter. Parfait. Alexia? Moi, je pense que la presse en 2021, ça va être. Enfin, j'espère, en tout cas. En fait, je vois un énorme engouement quand même sur la presse qui dénonce beaucoup le système et ce qui se passe en France. Et donc, pour moi, la presse engagée, grosso modo, j'espère. Enfin, je pense que ça va faire. Que ça va faire des vagues en 2021 et que ça va être bien. Enfin, j'espère en tout cas. La presse indépendante et je pense qu'en fait aussi avec le Covid, on a envie de soutenir, en fait, de la même manière qu'on a envie de soutenir les petits commerces, j'espère qu'on a envie de soutenir la presse indépendante et celle qui nous dit la vérité et celle qui n'a pas de filtre. Voilà. Super. Oui. Pour faire changer les choses. Et moi, si je peux conclure sur un truc, c'est juste Merci. C'est juste de dire à tous les jeunes étudiants ou jeunes travailleurs et travailleuses de la mode que c'est chouette d'adorer la mode. Et c'est bien sûr que la mode a été le rêve de gosse de nous toutes et nous tous. Et qu'on s'est, enfin peut-être pas de tout le monde, mais en tout cas, ça a été un rêve de beaucoup d'enfants et qu'elle nous met un peu les yeux dans les étoiles. Mais apprenez à désacraliser pour le bien même de votre passion, pour le bien même de ce milieu-là, de cet art-là, de cette industrie-là. Il faut apprendre à déconstruire, peut-être à détester un tout petit peu pour mieux aimer après. Et en tout cas, moi, c'est mon parcours et franchement, ça m'a beaucoup aidée. Et si tout le monde se met à désacraliser un peu la mode, en fait, on se met aussi à empêcher des discriminations, des complexes, des exclusions de se mettre en place, en fait.
Et surtout, pour compléter ça, parce que je suis d'accord totalement avec ça, surtout que les jeunes, et on en fait partie, hein, arrêtent de se dire que c'est normal. Que c'est normal, que c'est le milieu de la mode, que c'est normal si je fais 4 stages alors que je suis DA, alors que j'ai 28 ans et que je suis déjà passée par 4 maisons et que c'est normal que je sois encore payée 400 €. C'est pas normal. Et le problème, c'est que tant que, et c'est dur, hein, et je sais très bien que c'est pas aussi simple que ça, mais tant qu'il y aura toujours des gens talentueux pour dire oui, pour dire OK, bah, ça ne va pas changer parce que les maisons, elles en profiteront pour faire des économies, quoi. Donc, c'est quand même très dommage parce qu'il y a énormément de talent et des gens qui finissent par être dégoûtés de ce milieu ou par en partir vraiment déçus et amers, alors que ça pourrait être justement des industries où la créativité est au maximum et où les gens sont juste heureux d'être là. Parce que c'est vrai que la mode, c'est une passion. C'est vraiment quelque chose de moi que je trouve très beau et que j'adore. Et c'est pas parce qu'on critique qu'on n'aime pas la mode. C'est justement parce qu'on aime la mode qu'on critique. C'est clair. Parfait. Merci beaucoup. C'était passionnant. Merci à Moi, vous. j'ai appris plein de choses. Je vous remercie beaucoup. Pauline, Constanza, Alexia, merci pour tout. La vidéo sera en replay d'ici quelques jours en fait, sur la chaîne YouTube. Merci pour tout. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine à 13h. Et je parlerai des stockages à Noël pour les marques de mode. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Merci pour tout. Merci. À très vite. Ciao. Salut! Salut.